enterré sur la terre de ses ancêtres, dans la province Zoulou d'Afrique du Sud. Piouankossi Mkizé est mort d'un cancer des poumons. Diagnostiqué en mai 2017, cet électricien à la retraite s'est vu proposer un rendez-vous pour un scanner 15 mois plus tard, faute de place et de moyens. Rencontré début 2018, il avouait alors avoir tenté de se suicider, accablé par la douleur. Je suis très reconnaissant que vous écoutiez mon histoire. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir plus d'aide. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est trop grande. Vraiment, je n'en peux plus. Face à l'aggravation de son état, le scanner a été avancé de quelques mois. Mais c'était déjà trop tard pour Piouankossi, qui est mort sans avoir reçu de traitement. J'en veux au ministère de la Santé, parce qu'il ne s'occupe pas des patients qui souffrent du cancer. Pour le député d'opposition Imran Kika, c'est tout le KwaZulu-Natal, la deuxième province du pays, qui est touché. D'après lui, près de 500 malades du cancer y sont morts avant même d'avoir reçu un traitement entre 2015 et 2016. C'est clairement une violation des droits de l'homme par le gouvernement, au préjudice des citoyens. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a déterminé que dans le système public de la province, un patient doit attendre 12 mois en moyenne avant de voir un cancérologue et 8 mois de plus pour bénéficier d'une radiothérapie. Il y a des inquiétudes, bien sûr. On aimerait tous avoir accès aux soins aussitôt qu'on détecte un problème. Il faut qu'on réduise les délais, mais on a plusieurs questions à régler. Pour essayer de combler le déficit, le ministère de la Santé a annoncé en juin l'attribution de plus de 6 millions d'euros au service d'oncologie de 2 provinces sud-africaines, dont le KwaZulu-Natal. Une aide qui arrive beaucoup trop tard pour la famille de Piouankossi Mkizé. En plein centre-ville de Bruxelles, un lieu inhabituel. Sur ses toits, la ferme Big fait pousser laitue, tomates et autres légumes. L'agriculture urbaine a de plus en plus d'adeptes. On est vraiment en train d'essayer d'avoir des publics différents et de pouvoir toucher un maximum de publics cibles pour raconter cette histoire et promouvoir les produits locaux aussi. En Belgique, ce type d'agriculture urbaine connaît un réel essor. La ferme Big est la plus grande ferme urbaine sur toit dans toute l'Europe, avec 4000 m². Et elle multiplie les canaux de distribution, supermarchés classiques, vente directe, marché biologique, ainsi que dans cette épicerie bio. Il y a plusieurs acteurs qui essaient de mettre en place des groupements. Nous-mêmes, on essaie aujourd'hui, on souhaiterait intégrer 2 coopératives de producteurs et on réfléchit aussi avec d'autres magasins à se regrouper pour faciliter la logistique. La ville de Bruxelles s'est fixée comme objectif de consommer 30% de légumes produits localement d'ici 2030. Mais pour l'instant, elle ne compte que 83 restaurants et commerces investis dans le circuit court. Les autorités locales veulent toutefois rester confiantes. On est au tout début de cette dynamique. C'est une filière qui doit encore se professionnaliser et un des gros enjeux, c'est de pouvoir travailler à l'amélioration de tout ce qui est plateforme logistique. Il restera ensuite à convaincre la population de changer ses habitudes de consommation. Un défi alors qu'à peine un Européen sur 2 dit adhérer aux valeurs de consommer local. Nous sommes en bordure de piste, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ces scientifiques et volontaires, salariés de la plateforme, ne sont pas là pour compter les avions. On a vu aussi 4 petites limaces, plusieurs fourmis. Cloportes, lézards et autres petites bêtes sont comptabilisés et répertoriés. Sans oublier les végétaux, comme ces orchidées qui semblent très bien s'accommoder du survol des avions. Sur les aéroports, pour des raisons simplement d'économie, on va gérer ces prairies à minima. Et gérer des prairies à minima, c'est ce que la biodiversité peut souhaiter de mieux. Et en particulier, sur certains aéroports, on a des sols qui n'ont pas été labourés depuis 30, 40, 50 ans. Et un sol non labouré depuis aussi longtemps, c'est un sol vivant, c'est un sol riche, surtout qu'il n'y a pas eu non plus de pesticides dessus. Derrière cette étude, une association environnementale financée par une compagnie aérienne. Un paradoxe, pas pour ces biologistes qui ont décidé de profiter de ce laboratoire privilégié. Il ne faut pas opposer biodiversité et industrie, il ne faut pas opposer zone industrielle et biodiversité. Notre but, c'est de travailler sur la biodiversité qui est présente sur ces plateformes aéroportuaires pour la mettre en évidence, la promouvoir, voire l'améliorer, et le tout dans la sécurité. Car le premier enjeu est de lutter contre les nombreuses collisions entre les avions et les oiseaux.
Là, par exemple, on a un pigeon qui vient de passer. Le pigeon, c'est un problème. Il y en a des millions dans Paris et ils viennent se nourrir sur les prairies de l'aéroport. Mais ils viennent se nourrir dans les prairies qui sont rases, parce que les pigeons, ils ont des petites pattes et que leur nourriture de graines, ils ne vont la trouver que dans de l'herbe rase. Donc, opposer biodiversité et sécurité, c'est stérile si on ne comprend pas l'ensemble de l'écosystème. Pour mieux éloigner les plus gros volatiles, il a fallu repenser la prairie, qui occupe 70% de l'espace aéroportuaire, et laisser pousser l'herbe plus haut, avec un double effet sur la sécurité et sur la diversité des espèces. Il y a 70 espèces d'oiseaux différents par exemple, et parmi ceux-là, beaucoup qui d'une part ne sont pas du tout un danger pour l'aéronautique, et d'autre part font partie de ces oiseaux des campagnes qui sont en pleine disparition, probablement à cause des insecticides, mais aussi des changements d'habitat. Avec leurs prairies préservées de l'agriculture, les aéroports pourraient bien devenir un refuge pour les espèces menacées. Ceci n'est pas le décor d'un film, mais les thermes de Baile Herculane au sud-ouest de la Roumanie. Leur origine est millénaire et déjà les Romains s'y rendaient pour leur effet miraculeux. Mais depuis une vingtaine d'années, les thermes ont été abandonnés. Ils font partie de notre histoire, de nous, de la culture de la communauté. Si rien n'est fait ou si nous et ceux avec qui nous collaborons n'arriveront pas à faire quelque chose, une partie de notre identité sera perdue. Une dizaine d'étudiants en architecture œuvrent pour sauver cet ensemble construit à la fin du XIXe siècle, victime de la mauvaise gestion des autorités et d'une privatisation controversée. À l'autre bout du pays, au bord de la mer Noire, l'emblématique casino de Constanța croule aussi sous l'indifférence des autorités. Des artistes et des jeunes architectes y organisent des événements pour tenter de changer les mentalités. La communauté locale doit sentir le monument et avoir un contact direct avec lui, pour qu'il ne soit pas perçu comme quelque chose qui ne leur appartient pas, mais comme quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Les jeunes architectes ont obtenu son inscription sur la liste des 7 sites les plus menacés en 2018 de l'Organisation de défense du patrimoine Europa Nostra. Un soutien devrait donc être apporté aux autorités. Le patrimoine architectural roumain est souvent victime des spéculations immobilières. Comparé au désastre du début des années 1990, il s'agit d'un progrès évident, notamment en ce qui concerne la prise de conscience de l'urgence de défendre le patrimoine et de le restaurer. À Baile Herculane, le plan de consolidation des thermes fait par les étudiants a été approuvé par les autorités. Mais 100 000 € restent nécessaires pour commencer les premiers travaux. À Cauterets, les skieurs ont déserté les pistes de ski. En ce jour de juin, un étrange balai de dameuses rompt le calme de la montagne. À son bord, Franck, venu chercher ici son trésor enfoui sous la neige. Des bouteilles de vin qu'il a laissé vieillir. Voilà, ça y est, ouais, on les a enfin sortis, super content. On a eu déjà du mal à les déneiger, à finir les déneiger à la pelle parce que il y avait encore 3-4 mètres ce matin. Il faut monter en chasse-neige à plus de 2400 mètres pour apercevoir les 1200 bouteilles de graves rouges et blancs qui dorment sous la neige depuis le 18 janvier dernier. Franck a une intuition, la neige va magnifier son vin. La neige va apporter deux choses. La première, c'est l'optimisation de conservation. C'est-à-dire quand on parle de conservation, on parle de température, de froid constant, d'humidité, d'obscurité totale. Ce qui est le cas, mais plus que le cas là-bas, plus qu'un chai. Il y a des lumières, il y a des portes qui s'ouvrent. Une matinée de travail acharné aura été nécessaire pour les libérer, puis c'est en hélicoptère qu'elles regagnent la vallée pour le moment que tout le monde attend, la dégustation. Je m'attendais pas à ça. Non, moi, quelque chose d'aussi différent. Parce que bon, je sais pas, s'il a passé 6 mois sous la neige, qu'on peut espérer une grande différence. Mais là, oui, là, une belle minéralité, un côté expressif et une belle longueur en bouche. Et ce côté fumé qui apparaît. C'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, a une belle richesse, une belle profondeur, une belle fraîcheur. De l'avis de tous, le vin vieilli sous la neige a gagné en aromatique
confirmant l'intuition de Franck. Il n'en est pas à son coup d'essai. Depuis maintenant 10 ans, il fait aussi vieillir ses bouteilles en mer dans le bassin d'Arcachon. Chaque milieu naturel va amener son élément de conservation, ses paramètres du milieu naturel dans lequel il est conservé. Il y a une atmosphère ambiante. Franck veut maintenant analyser son vin pour comprendre un tel changement de goût. Il espère pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine avec plus de bouteilles, ensevelies plus longtemps et encore plus haut sur les cimes. C'est un chantier à 10 millions d'euros, baptisé Nouveau Monde. Ici, nous sommes en train de construire un grand bassin pour les ours noirs, pour leur permettre de pouvoir se rafraîchir. Plus de 2 ans de travaux et 8,5 hectares dédiés aux ours, bisons ou coyotes, avec pour but de reconstituer les grands espaces sauvages nord-américains. Un investissement colossal pour ce zoo, avec une logique, se renouveler en permanence. Le parc animalier a été créé en 1980. Chaque année, le parc améliore l'existant en améliorant les conditions de vie des animaux. L'objectif, c'est le bien-être animalier, mais également en proposant des nouvelles expériences à nos visiteurs. Plus de bien-être animalier et plus de reconnexion à la nature. Une tendance que l'on retrouve dans presque tous les parcs animaliers du pays. Profitez du moment, vous êtes privilégiés, donc c'est pas tous les jours que vous allez nourrir un éléphant. Fini ou presque les cages à l'ancienne, les enclos bétonnés, les collections d'espèces. Priorité à l'espace et à l'immersion. Suivre un soigneur le temps d'une journée ou dormir dans une cabane face aux zèbres. Les gens sont de plus en plus, que ce soit dans des parcs d'attractions ou des parcs zoologiques, sont en recherche d'émotions et de sensations à partager en famille. Le but de la visite, c'est pour les visiteurs de répondre à un besoin de rupture par rapport à leur quotidien dans un climat qui est un peu, parfois, pas très positif, voire anxiogène. Donc de pouvoir créer cette rupture et se retrouver avec toute la tribu familiale, de partager des émotions et des sensations. Une pression du public pour ces nouveautés, gage de survie pour les parcs. Quelle que soit leur taille, leur philosophie, tous multiplient les investissements dans ce sens. Les investissements, c'est d'abord des coûts. Donc avant d'être une machine à cash, c'est surtout un pari sur le futur pour pouvoir continuer à attirer autant de visiteurs. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment en collaboration avec l'ensemble des parcs. Donc finalement, le concurrent le plus mauvais pour nous, c'est le mauvais parc qui donne une mauvaise image. Après, maintenant, il faut avoir un développement raisonné. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut craindre de certains parcs qui courent à l'investissement. Leurs détracteurs pointent toujours du doigt le manque d'espace ou la dénaturation des espèces. Mais avec 20 millions de visiteurs par an et un intérêt grandissant du public pour la biodiversité, les zoos français semblent avoir encore de beaux jours devant eux. Un sourire ravageur et une énergie contagieuse, cette bande de jeunes danseurs a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est avec cette vidéo tournée en banlieue de Lagos, devant un bus abandonné, que le groupe les Dreamcatchers, les Attrape-Rêves, ont séduit les internautes. Un succès retentissant que Shei, leur prof de danse, n'avait pas anticipé. Après cette vidéo qui est devenue virale, nous avons eu la visite du mannequin Naomi Campbell et Rihanna nous a envoyé des dons. Ce que l'on a fait par rapport à l'année dernière est juste énorme. On est allé très très loin. Pour la plupart des scolarisés et livrés à eux-mêmes, les artistes en herbe ont retrouvé le chemin de l'école grâce à Shei. C'est dans cette maison qu'ils vivent désormais ensemble comme une compagnie. Mais pour Shei, les règles sont strictes. Pas de danse si les devoirs ne sont pas faits. J'ai vécu dans la rue pendant quelques années, j'ai déménagé à côté d'un bidonville. Je suis devenue sensible à ce que les enfants traversaient parce que moi aussi j'y suis passée. Puis j'ai commencé à leur enseigner la danse et j'ai réalisé à quel point ils aimaient ça. Je m'en suis servi pour les faire entrer à l'école. La danse a redonné confiance à ces jeunes défavorisés qui veulent maintenant faire passer le message aux autres. Ça donne des idées aux autres enfants des rues. Ça peut les aider à être plus concentrés. Je suis très contente parce que la danse, c'est amusant. C'est amusant et j'adore danser. Aujourd'hui, les Dreamcatchers sont très sollicités pour diverses collaborations. Mais la jeune troupe rêve secrètement de voyager aux États-Unis pour partager la scène avec Beyoncé ou Janet Jackson.